Pas entretenus ou convoités par les plus riches, les espaces verts de la capitale sont devenus des espaces conflictuels. Comment est-on arrivé là? L'avis des différents acteurs concernés dans cette édition. Dans notre loupe également, les espaces vides ou parcelles privées envahies par des cultures hautes en pleine capitale. Cette pratique peut être dangereuse pour la santé comme pour la sécurité des personnes. Mariam Sagara nous en parle dans un instant. Handicapé depuis l'enfance suite à une poliomyélite, Abatouré a perdu l'usage de ses jambes. Malgré son handicap, il s'est frayé un chemin dans le monde des actifs. Il est ébéniste et son entreprise emploie plusieurs jeunes depuis 4 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Dans notre capitale, plusieurs espaces verts sont prévus pour la détente des populations, souvent mal entretenues. Ils font par endroits objet de convoitise des plus riches, décidés à en faire d'autres usages. Une situation qui interpelle les chefs du quartier, les maires et les services des domaines. Mamadou Doumbia a enquêté. Le district de Bamako connaît depuis un certain temps une croissance démographique effrénée. Au dire des experts, le Mali est premier en Afrique et 6e sur le plan mondial dans le domaine de la croissance démographique. Aujourd'hui, le besoin d'espaces verts se fait de plus en plus sentir. Paradoxe, certains espaces verts du district sont souvent grignotés. L'occupation illicite des espaces verts, moi je crois que ce phénomène est général. Pratiquement dans tout Bamako aujourd'hui, et vraiment c'est difficile à dire. Nous constatons à longueur de journée que des endroits qui ont été laissés pour servir d'espaces verts sont en train d'être occupés aujourd'hui illicitement, soit par des marchands ou par des morcellements illicites donnés à usage d'habitation, alors que cela n'est pas normal. C'est des endroits qui ont été désignés, qui ont été laissés pour servir d'espaces verts afin que les populations aillent se reposer. Pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts, l'implication des mairies des communes est vivement sollicitée. Et ce que nous avons déploré, c'est que nos espaces verts sont morcelés par le district de Bamako. Ce n'est pas la commune 4, c'est pas le district de Bamako. Nous avons eu à nous en plaindre. Nous avons eu à écrire la mairie du district, nous avons eu à écrire le ministère de l'administration territoriale. Donc c'est bien dommage. Pour le maire du district de Bamako, certains espaces verts souvent non aménagés et qui durent sans lettres font l'objet de convoitises et cela ne saurait se faire à l'insu des maires ou des chefs de quartier. Ce qui est certain, un espace vert qui fait l'objet d'occupation illégale ou illicite, ça voudrait dire que l'endroit est abandonné à un certain moment durant une certaine durée. Donc ce sont les mêmes populations pour lesquels l'espace est resté, qui sont à la base. Autrement, le maire est souvent loin de l'espace vert. En tout cas, le maire du district est souvent loin de l'espace vert, dans un quartier éloigné. Quelqu'un qui n'est pas à la proximité de l'endroit indiqué, ça va être difficile que le maire soit au courant de l'existence d'un espace vert aménagé ou abandonné pour qu'il en fasse une transformation à une autre fin, autre que la vocation initiale. Au cours du reportage, nous nous sommes rendus compte qu'il y a deux sortes de titres. Les titres fonciers temporaires et les titres fonciers définitifs. Les espaces verts font l'objet d'une procédure spéciale de classement. C'est classé par décret pris en Conseil des ministres. Et de ce fait, on ne peut pas les aliéner. Mais souvent, les gens ils peuvent passer outre, mais dès lors qu'on se rend compte, on procède à l'annulation des actes. En tous les cas, les services en charge des domaines de l'État ont du pain sur la planche pour surveiller et protéger ces espaces verts pour de très longues années. Les titres fonciers délivrés par le service des domaines découlent très souvent des transformations de lettres d'attribution ou bien des concessions urbaines d'habitation, aujourd'hui des CUH. Bon, ça dépend de nos services de contrôle. Et le gouvernement avait pris des mesures pour faciliter l'accès aux titres fonciers, avait pris ce qu'on appelle les titres rapides. Donc le contrôle a subi un coup à cause des délais rétrécis. On a à cause des délais très courts qu'il fallait faire le contrôle et tout ça. Donc le contrôle a pris un coup. Donc ces seuils-là ont pu se glisser. Mais ce n'est pas un problème. Dès lors qu'on se rend compte que c'est sur un espace vert, les actes qui le supportent sont annulés. Ils se factent, ils sont nuls. À travers le district de Bamako, les jeunes vendeurs de plants d'arbres sont souvent spécialisés pour s'occuper des espaces verts. Ils sont très nombreux et gagnent leur quotidien. Mais après, au clair, espace ferait quoi.
jardinier fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ko bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la mais u tilara ka espace in feere. Bon vraiment anw kɔni anw yɛrɛ bɛ yan an hakili sigilen tɛ quoi. Pour mettre les enfants dans de bonnes conditions d'études, certains établissements à travers le district n'hésitent pas à créer des espaces verts au sein de leurs écoles. Qui connaît l'importance des plantes dans la vie de l'homme, c'est les plantes qui produisent de l'oxygène, c'est les plantes vertes qui constituent la première source de la chaîne alimentaire. Donc voilà des enseignements que nous donnons aux enfants pour les inciter au respect de l'environnement. Vivre à plein poumon est source de santé et de bien-être, mais quand on se pose la question dans une grande ville, avec tous les tracas que l'on connaît au quotidien, où vais-je prendre de l'air? Il y a problème. Et nous sommes à Bamako. Il est fréquent de voir des champs de maïs, de gombo et même de mil poussés en pleine capitale malienne. Même les quartiers les plus chics ne sont pas épargnés par cette pratique qui est pourtant interdite. Mais cette interdiction reste vaine car les propriétaires de ces cultures hautes ignorent tout simplement les textes. Mariam Sagara a fait un tour dans Bamako. Suivez son reportage. Dès sa descente d'avion à Bamako-Sénou, le visiteur est accueilli par des champs de maïs et de gombo en période hivernale. Pourtant, cette culture est interdite dans le district. L'interdiction tire sa source de deux choses. D'abord, le décret 40 de février 2001 modifie le code domanial, l'ordonnance 27 de 2000. Et dans ce décret 40, à l'article 8, on dit clairement que les concessions rurales ne sont pas attribuées dans le domaine urbain de Bamako. Si les concessions rurales ne sont pas accordées, ça veut dire que normalement les cultures ne doivent pas être possibles à Bamako. Au centre de cette ville cosmopolite, les belles résidences et services publics se perdent dans les champs de maïs, gombo et autres herbes hautes. La ville de Bamako qui se développe attire la population rurale en quête de travail. Cette population d'origine diverse est en majorité des paysans qui aspirent à exploiter le moindre espace libre pour améliorer leur quotidien. Mbe santambo ni ronene salon o nyina o mbe kabake ambe nyimi ta sorala bere ta to sora ya aforo be ni yo baraka gelede ni te bara wara fenena ibi timina njala de awo. Ces femmes, il faut les sensibiliser parce que en fait c'est la méconnaissance. Elles croient que c'est leur lopin de terre, mais en réalité les maraîchers ont été recensés et on les a délocalisés. Donc si elles croient peut-être à tort ou à raison intérieurement que c'est leur lopin de terre, moi je crois que c'est au niveau des communes qu'on doit faire la sensibilisation. Aucune parcelle vide, aucun espace n'est épargné. Les paysans urbains disent trouver leur gain en exploitant ces espaces. Habiter en ville a des contraintes, ces contraintes qu'il faille respecter absolument. Tous les terrains libres ne sont pas des terrains de culture. Le décret de février 2001 qui l'interdit, ça c'est clair et net. Il n'est pas possible de cultiver à l'intérieur de Bamako. Ces gens qui disent qu'ils ont des autorisations, ils n'en ont pas. Qui leur donne cette autorisation? Les maires donnent, logiquement, de par le code, les maires donnent, qu'est-ce qu'ils donnent? Donnent des concessions urbaines. Si concession rurale devrait être donnée, c'est l'État. L'État est représenté par le gouverneur, c'est lui qui doit donner. Le gouverneur n'a donné aucun acte. Et comment se fait-il qu'ils peuvent dire qu'ils ont des titres à ce niveau? C'est pas juste. Pour le gouverneur, cette pratique ne peut être tolérée dans une ville qui a atteint sa vitesse de croisière dans la modernisation. Les concessions rurales sont données à la périphérie. C'est pour ces raisons d'ailleurs, puisque c'est interdit, qu'on a déplacé, délocalisé les maraîchers au niveau de Samango et au niveau de l'arrondissement de Baguineda. Il y a un problème de santé, il y a un problème d'environnement, il y a un problème de sécurité, ce qui est très important. Ça peut être un nid criminogène, les bandits peuvent se cacher là-dedans. Dans ces quartiers chics de Bamako, les moustiques et insectes des champs pullulent au quotidien à cause des herbes et cultures hautes en saison de pluie.
En troisième région, les victimes des inondations survenues dans plusieurs villages de la commune rurale de Sorobasso, cercle de Koutiala, viennent de recevoir la visite du gouverneur de la région Ibrahima Fefekone. Il est allé apporter confort et assistance aux populations en détresse dans les différents villages touchés par les inondations. Plus de 157 mm de pluie étaient tombés sur la commune rurale de Sorobasso le 14 août dernier. Les pluies ont emporté au passage des habitations aussi des greniers. Elles ont également submergé des puits et détruit de vastes étendues de cultures de coton et de mil. On dénombre près de 800 sinistrés réfugiés dans les écoles ou chez des parents proches. Le gouverneur de la région leur a remis une enveloppe symbolique, un lot de moustiquaires imprégnés et des nattes. Des villages du cercle de Baraweli ont été également victimes d'une inondation. Il s'agit de Diero et Wolokoro dans la commune rurale de Goindo et de Sando et Mbela dans le cercle de Sanado. Plus de 256 familles ont été touchées, causant plusieurs sinistrés. Même si les dégâts matériels sont énormes, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ces inondations font suite à la forte pluie qui s'est abattue sur ces localités dans la nuit du 15 au 16 août dernier, de 3h à 7h du matin. Le préfet du cercle de Baraweli, Bani Ould Mohamed Sissi, accompagné d'autres personnalités administratives et politiques du cercle, se sont rendus sur les lieux du sinistre. Mopti, en 5e région, les déplacés du nord de notre pays ont bien célébré la fête de Ramadan. Pour l'occasion, ils ont reçu une importante quantité de viande de la direction régionale du développement social. Le reportage depuis Mopti de Moustapha Doumbia. C'est dans des conditions idoines, comme celles des ménages ordinaires, que les ménages déplacés du Nord vivant sur les sites d'hébergement de Sévaré ont célébré cette fête de Ramadan. 3 bœufs pour les 56 ménages, soit 485 personnes, vivant sur les sites d'hébergement des déplacés à Sévaré par le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées à travers sa direction régionale. Pour boucler le mois de carême, le ministère de l'Action humanitaire a renoué avec sa tradition d'appui aux populations déplacées en offrant aujourd'hui 3 bœufs sur le même site. À la veille de la fête, le ministère de l'Action humanitaire a habillé 256 enfants. Le geste est hautement symbolique pour qui connaît les contraintes des jours de fête où chacun est pris par quelques besoins personnels, donc peu de temps pour les gestes de solidarité. C'est une symbolique très forte pour le département en charge et pour nous-mêmes au niveau régional, et nous ne pouvons être que fondamentalement très satisfaits. C'est une action quand même qui nous a beaucoup plu. On est comme chez nous aujourd'hui. Que Dieu nous protège et que Dieu nous montre. Et que l'année prochaine, qu'on fait cette fête chez nous. Rappelons que l'activité s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Quelques nouvelles hors de chez nous au Soudan. Un accident d'avion fait 32 morts, dont un ministre. Les causes de la chute de l'appareil ne sont pas encore connues. Certains officiels mettant en cause le mauvais temps, d'autres une explosion d'origine indéterminée. En Afrique du Sud, 3 jours après la mort de 34 mineurs tués par la police, l'exploitant Lonmin menace de licencier les grévistes qui ne reprendraient pas le travail demain, mais la majorité des mineurs rejette l'ultimatum. Une semaine de deuil national a été décrétée. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a fait aujourd'hui une apparition spectaculaire au balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres, demandant au président Obama la fin de la chasse aux sorcières contre Wikileaks et s'affichant bien décidé à ne pas se rendre. Attendu par des centaines de sympathisants, Assange était invisible depuis plusieurs mois et réfugié depuis le 19 juin dernier dans cette ambassade. Et actualité syrienne, le vice-président syrien reste introuvable. Farouk al-Shari, dont la défection a été démentie par le pouvoir, n'est toujours pas apparu en public, alors que le président syrien Bachar al-Assad a effectué aujourd'hui une rare apparition publique pour prier dans une mosquée de Damas à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Il s'agit de la première apparition publique de Assad depuis le 19 juillet dernier. Actualité ici chez nous, les progrès scientifiques dans le monde sont aujourd'hui visibles partout.
Ils ont même transformé le monde en un petit village, des progrès qui prennent en compte les préoccupations des handicapés visuels, car les TIC ne sont plus un privilège, mais une nécessité grâce à un logiciel. Les handicapés visuels de notre pays ont désormais une perception visuelle, ce qui leur a d'ailleurs permis d'accéder à beaucoup de métiers. Un reportage de Garibou Pérou. Les progrès scientifiques viennent de briser les mythes de l'écriture et de la lecture avec les handicapés. Notre société sans discrimination doit cet exploit aux outils informatiques. Il suffit pour les handicapés visuels d'installer les accessoires nécessaires pour profiter de ces mêmes avantages que les voyants. Aujourd'hui, les non-voyants, ils n'en voudraient pas. Ils n'en voudraient pas quand même à la technique de n'avoir pas inventé quelque chose qui leur permette aussi d'avoir accès à cet outil assez précieux et afin de lutter contre cette forme d'analphabétisme. Les machines que nous utilisons à vue d'œil sont toutes ordinaires. Mais la différence est que les non-voyants se font aider par un logiciel de revue d'écran qu'on appelle JAWS. C'est un logiciel qui vous permet de dialoguer avec l'ordinateur. La technique développée chez les handicapés visuels est la technique des 10 doigts. À travers cette méthode, les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation ou même les installations des clés USB à l'unité centrale sont écoutées au casque. Cette méthode n'est pas aussi compliquée qu'on s'imagine. C'est un logiciel parlant qui permet aux non-voyants, dès qu'ils touchent à une lettre, que la lettre la parle. Donc avec ça, on peut saisir facilement les lettres. Quand je touche à A, ça dit A. Quand je touche à B, ça dit B. Donc avec ça, je peux facilement saisir mes textes et les lire. Par exemple, je suis très ravi du reportage de l'ORTM sur l'informatique des aveugles que je peux vous faire lire par JAWS. Je suis très ravi de ce reportage effectué par l'ORTM sur l'informatique des aveugles. Voilà. C'est pas du tout compliqué, c'est très facile. Je suis sûr et certain qu'avec mon outil informatique, établir une justice équitable ne doit pas être un problème pour moi parce que j'ai à ma disposition tous les documents. Grâce à l'outil informatique, les handicapés peuvent exercer les mêmes professions que les voyants, même les professions les plus sensibles de notre société. Je trouve que c'est important, très important au jour d'aujourd'hui, parce que ça facilite beaucoup de choses. Ça aide l'enseignant à chercher des informations très sûres, des informations très importantes. Les difficultés que rencontrent les handicapés visuels demeurent réelles. Il s'agit de la question des droits au travail, notamment la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un emploi librement choisi ou accepté sur le marché du travail. Vous savez, tous les non-voyants qui sont recrutés à la fonction publique à titre exceptionnel pour lesquels on remercie l'État sont systématiquement mis à la disposition du ministère du Développement social. C'est parce que c'est pas méchant, c'est parce que les gens ne savent pas comment les exploiter. Les non-voyants pourraient aller partout et briguer n'importe quel poste qu'on leur propose et ça va être bien. Les personnes handicapées au Mali constituent une couche importante. Dans la seule décennie, le taux des personnes handicapées a atteint 1 million de personnes, soit plus de 10% de la population. Un pourcentage non négligeable pour un pays en voie de développement comme le nôtre. Un handicap, quelle que soit la nature, doit-il être un prétexte d'inactivité? Certainement pas. C'est sans doute la philosophie de Abba Touré qui a perdu l'usage de ses jambes après une poliomyélite. Abba, malgré son handicap, a pris le métier d'ébéniste. Le fruit de cette formation, c'est aujourd'hui son entreprise créée il y a 4 ans et qui emploie plusieurs jeunes. Notre équipe de reportage, dirigée par Salimata Dao, nous fait son portrait. Au Mali, la mendicité prend de plus en plus de l'ampleur. Tout le monde s'y met, les handicapés physiques et mentaux, les vieilles personnes vulnérables et même les jeunes valides. Apparemment, c'est le moyen le plus facile pour se faire de l'argent. Cependant, il y a certaines personnes qui n'ont pas été gâtées par la nature et qui pensent que rien ne vaut le fait de vivre dignement du fruit de leur travail. Abba Touré en est un exemple palpable. Cet homme d'une 40aine d'années a perdu l'usage de ses 2 jambes depuis la petite enfance des suites d'une poliomyélite. C'est ici, à Kalabankoro Plateau, qu'habite Abba Touré. Ébéniste de formation, Abba est respecté et considéré comme un homme exemplaire par ses voisins. Il est presque 9 heures. Madame Touré dit au revoir à son mari. Ils ne se reverront qu'au petit soir. C'est ce chemin qu'il emprunte chaque jour
du lundi au dimanche pour se rendre à Torokorobougou où ils travaillent. En général, avec l'aide de ses employés et de ses apprentis, Abba fabrique des fauteuils, des lits, des bibliothèques, des tables et même des berceaux. La matière qu'il utilise le plus, c'est le rotin importé en général de la Guinée-Conakry. Quatre employés permanents travaillent aujourd'hui au compte de M. Touré, mais le nombre peut augmenter en période de forte commande. Des employés qui sont satisfaits de leur collaboration avec leur patron. Ça vaut 2 ans maintenant, je suis avec lui. C'est grâce à lui, mais moi je suis dans le travail là. Il est gentil. Il a bien réfléchi pour travailler, vraiment, c'est ça qui me plaît pour celui. Les clients, eux, apprécient le travail bien fait de ce chef d'entreprise peu ordinaire. Je connais Abba depuis le 3 février 2011. J'ai une fois payé des fauteuils bourrés à lui, avec ces fauteuils en routine. Ce travail, vraiment, ça m'a trop plu. Moi-même, je cherche les clients aussi pour venir payer comme moi. Pour être indépendant dans sa vie, Abba a passé ici à Sogonico environ 3 ans d'apprentissage sous l'œil vigilant de son maître. En Liban, j'ai vu qu'il est infirme. Je suis obligé de faire mon gré pour lui. Je vois que bon, c'est pour éviter, si j'arrive à l'apprendre dans ce métier-là, ça l'évite de faire le mangeant. C'est très difficile. Mais c'est avec le courage que je suis arrivé vraiment à l'apprendre. En 2 ans, vraiment, il a fini. Je suis fier de lui. Tout ce que je peux lui dire, c'est avoir le courage. Il ne va pas mentir au client. C'est ça l'essentiel, le point l'essentiel. Orphelin de père et de mère, il a été reçu par son oncle maternel à son arrivée du village il y a environ 20 ans. Toute sa famille voit en lui une fierté. Donc avec boyanga taille foga se barala aga soro ka yere ta sisa atme chige yere ka afitina mata anya yore te avantage suna atmi sika faga furusene abe rom nasa abalema musube bon olu mo saba flabe ana yere dogon dobe an woni adaba kaseka ayere dunta na balman ani handicapé beladjene be ki je kam métier kala ni métier kala domindo odoi kofe iba na fasoro kamme e mana pese bara donumo e keka kala bara e pese warmo e sa bara kala de fiki dusuma da ka patron ga kobe mun. Pour tous ceux qui veulent suivre l'exemple d'Abba, ce message s'adresse à vous. Voilà, dans la vie, seul le travail paye. Actualité sportive, c'est bien la 2e journée de la Coupe CAF. Le stade malien de Bamako a obtenu le nul partout, un but partout sur la pelouse du Wydad de Casablanca du Maroc hier. Les Marocains ont ouvert le score à la 34e minute et l'égalisation stadiste est intervenue à la 86e minute par Moussa Django Koulibaly. Lors de la 3e journée dans 2 semaines, le stade malien de Bamako recevra les Léopards du Congo et le Djoluba jouera contre le Wydad. Les 2 rencontres auront lieu ici à Bamako.
C'est la fin de cette édition. Demain, 13h, vous sera présentée par Amara Mali Diallo. La grande édition, c'est avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, soyons de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Excellente soirée à tous.